L'appartement de Julien était au dernier étage, sous les toits. Un de ces duplex parisiens qui font croire, de loin, qu'on a réussi. De près, tout vibrait d'un effort. Le parquet ciré comme un aveu, les murs couleur crème, sans une trace de vie, et cette odeur, mélange de bougies au santal, de parfums chers et de peur bien tenue, la peur qui ne dit pas son nom. Il était presque 22 heures. La ville, en contrebas, respirait comme une bête lumineuse. Sur la table basse, 2 verres attendaient. Bordeaux, rouge profond, presque noir, servi trop généreusement, comme si l'excès pouvait couvrir le manque. Chloé posa la bouteille avec un soin d'horloger. Elle ne portait pas de bijoux voyants, seulement une montre fine, un détail de bon goût, et un sourire qui savait se rendre utile. Julien, lui, avait gardé sa chemise mais pas sa colonne vertébrale. Il feuilletait des dossiers imprimés, des tableaux chiffrés, des projections. Il faisait semblant de réfléchir. Je sais reconnaître les hommes qui se cachent derrière des colonnes Excel. Ils confondent le calcul et le courage. Chloé s'assit, croisa les jambes, fit tourner lentement le vin dans son verre. Elle regarda la robe accrocher la lumière comme un velours. Elle ne disait rien, pas encore. Chez les gens polis, on laisse toujours le silence travailler à sa place. Julien finit par murmurer, sans lever les yeux. On n'est pas obligé de... Chloé eut un petit rire, presque tendre. Ne dis pas on, dis je, c'est plus honnête. Il referma un dossier, comme on claque une porte trop doucement. C'est ma mère. Elle inclina la tête, et je l'imaginais sans peine. Cette façon de feindre l'écoute, pour mieux placer la lame. Justement, ta mère, elle a un patrimoine, un vrai, pas un patrimoine Instagram, un patrimoine qui résiste au ridicule. Elle marqua une pause, puis ajouta, avec la douceur d'une perfusion. Et nous, Julien, nous avons des échéances. Il fronça les sourcils. Dans la vitre, son reflet avait l'air plus âgé que lui. Ils appellent ça la pression. Moi, j'appelle ça une vie trop étroite. Chloé prit un dossier et le glissa devant lui, comme on présente un plat qu'on a déjà payé. Le projet à Boulogne est une opportunité. Si on rate cette fenêtre, on restera, comment dire, dans notre catégorie. Julien releva les yeux. Notre catégorie? Chloé sourit sans montrer les dents. Tu sais, les gens qui font semblant d'être à l'aise au restaurant, ceux qui regardent le prix du vin avant de commander, ceux qu'on invite par politesse, mais qu'on ne confie jamais à la table d'honneur. Elle avait cette peur très française, très nette. Pas la peur du danger, la peur d'être replacée, la peur d'être vue comme moyenne, la peur de retomber du mauvais côté de la vitre. Julien se leva, fit quelques pas, revint. Il évitait son regard comme on évite une facture. Ma mère ne prête pas, elle juge. Chloé s'approcha, posa une main sur son avant-bras. Geste conjugal, pression commerciale. Alors, ne demande pas un prêt, demande un soutien. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin d'être aidé par ta mère. Elle prit un ton léger, presque moqueur. C'est très joli, le mot « aider », ça fait famille. Julien avala une gorgée de Bordeaux. Son visage se crispa, puis il fit comme si ce n'était rien. Elle va poser des questions. Chloé haussa les épaules. Les questions, c'est pour les gens qui ont le luxe du temps. Nous, on a des délais. Elle se leva à son tour et alla vers la bibliothèque. Les livres avaient l'air choisis pour être vus, pas lus. Elle sortit un dossier plus mince, presque élégant. Regarde, j'ai préparé une version simple. Tu ne parles pas de risque. Tu parles de transmission. Tu dis que tu veux pérenniser. Tu sais, ces mots qui font vibrer les notaires. Julien prit le document. Je l'imaginais, mon fils, avec sa belle écriture d'école de commerce, sa politesse d'enfant bien élevé et son incapacité à supporter un non. Chloé se rassit, reprit son verre. Et puis, elle laissa flotter le mot comme un parfum. Ta mère est seule. Elle joue à la femme forte, mais elle attend qu'on la choisisse. Je ne la connaissais pas encore, cette Chloé, mais je reconnaissais déjà la méthode, transformer la solitude d'une femme en argument, la faire passer pour un besoin, et le besoin pour une faiblesse. Julien serra la mâchoire. Elle n'attend rien. Chloé pencha la tête, feignant la nuance. Peut-être, mais elle a quelque chose que nous n'avons pas. Des biens qui dorment, et des biens qui dorment, ça s'éveille, souvent trop tard. Elle sourit puis lança comme une plaisanterie de salon. Et entre nous, ta mère n'emportera pas sa maison dans la tombe. Julien eut un mouvement sec, comme si on venait de prononcer un mot interdit. Pourtant, il ne protesta pas. Il fit pire. Il réfléchit.
La pluie commença à frapper doucement les vitres, un rythme régulier, presque apaisant. Dans l'appartement, tout semblait feutré, riche, protégé. Mais je sais ce que cachent les intérieurs trop propres, l'angoisse d'être démasqué. Chloé posa son verre, se pencha vers lui, voix basse, presque intime. « Va la voir demain. Tu apportes des fleurs. Tu dis que tu t'inquiètes. Tu dis que tu veux la soulager. Et tu la laisses parler. Ta mère adore parler quand on lui fait croire qu'on l'écoute. » Julien ferma les yeux une seconde. Et on aurait dit qu'il priait ou qu'il s'excusait, mais seulement à l'idée de devoir choisir. Puis il ouvrit les yeux et sa voix sortit comme un compromis. « D'accord, je vais essayer. » Chloé se redressa, satisfaite, mais sans triomphe visible. Les gens intelligents ne gagnent pas en criant. Ils gagnent en réglant la lumière. Elle reprit son verre et dit avec cette ironie douce qui ressemble à une caresse. « C'est bien. Tu vois, Julien, la famille, c'est comme un investissement. Ça demande des apports. » Il baissa la tête et je sus, avant même d'entrer dans leur histoire, qu'ils avaient déjà franchi une ligne. De mon côté, à des kilomètres de là, dans ma vieille maison silencieuse, je m'apprêtais à entendre le mot « soulager » prononcé avec cette tendresse factice qui, chez certains, annonce toujours une prise. Et je n'ai jamais aimé qu'on décide de mon poids. Le lendemain, Julien arriva avec un bouquet trop grand, trop cher, choisi pour impressionner, pas pour plaire. Des pivoines en hiver, une absurdité qui sentait la boutique de luxe et la culpabilité pressée. Je lui ouvris moi-même. Je ne faisais jamais ouvrir par une aide. J'ai toujours pensé qu'une maison, c'est comme une peau. Si l'on laisse les autres répondre à votre place, on finit par disparaître. Il resta un instant sur le seuil, comme un homme qui s'attend à être puni. Puis il entra, avec ce sourire prudent qu'il avait enfant lorsqu'il cassait un objet et venait expliquer. « Maman, tu as bonne mine. » Je pris le bouquet, le pesai du regard. Je ne le remerciai pas tout de suite. La gratitude, quand elle est donnée trop vite, ressemble à une soumission. « Tu t'es souvenu de mon adresse, c'est déjà une forme de santé, » dis-je simplement. Il eut un petit rire, soulagé. Il me suivit jusque dans la salle à manger. J'avais mis une nappe blanche, propre, sans fioritures, une théière, une bouilloire, le calme. Les objets tiennent mieux que les promesses. Julien posa son manteau, regarda autour de lui avec cette attention de notaire improvisé. Les cadres, le buffet, les piles de courrier. Il cherchait la trace de mon âge. Il cherchait une faiblesse. Je servis le thé. Le silence s'installa, lourd et poli. Je l'observais sans le fixer. Chez nous, on appelle ça « laisser venir ». « Chloé, t'embrasse », dit-il enfin. Je soufflais sur ma tasse. Elle embrasse de loin, c'est plus hygiénique. Il rougit légèrement. Il avait toujours eu honte quand la vérité sortait sans élever la voix. Il prit une gorgée, puis posa la tasse comme s'il signait un acte. « Maman, je voulais te parler de l'avenir. » Je levai les yeux, très doucement. L'avenir a toujours été très bavard chez les gens endettés. Il tenta un sourire. Il n'était pas mauvais. Il était malléable, ce qui en famille est parfois pire. Tu sais que je travaille beaucoup et que les choses évoluent. J'ai des responsabilités. Il prit une respiration, comme si chaque mot coûtait. Je me disais qu'il faudrait que tu sois dans un endroit plus simple, plus encadré, pour ton confort. Je reposai ma cuillère. Le métal fit un petit son sec. Ce bruit-là, je l'aimais. Il oblige les autres à écouter. « Tu as vu un médecin, Julien? Ou tu as vu Chloé ?» Il tressaillit, puis chercha ses mots. « C'est une précaution. Tu oublies parfois des choses. Et tu es seul ici. Cette maison est grande. Elle coûte, elle fatigue. » Je le regardais enfin pleinement, pas avec colère. Avec cette précision froide qu'on réserve aux opérations délicates. « Tu sais ce qui fatigue le plus, mon chéri? Ce n'est pas une maison. C'est d'être déplacé comme un meuble. » Il ouvrit la bouche, la referma. Il avait cette panique des hommes qui comprennent qu'ils ne contrôlent plus le récit. Je me levai, allai vers le buffet et sortis un petit écrin. Je l'ouvris, un bijou modeste, mais ancien. Je le posai devant lui. « Tu vois ça? C'est le dernier. Pas le plus beau, le dernier. » Je le refermai sans brusquerie. J'ai décidé de le vendre. Julien fronça les sourcils. « Pourquoi? » Je revins m'asseoir, très droite, parce que je vais entrer à l'espoir. Le mot tomba dans la pièce comme une assiette fêlée. Je vis son visage passer par plusieurs états, surprise, calcul, puis, très vite, un soulagement qu'il s'efforça de maquiller. L'espoir, mais c'est
Je finis sa phrase pour lui avec douceur. Oui, c'est bas de gamme. Ça sent le chlore, et l'on y apprend la solitude comme une langue étrangère. Il essaya de protester, par réflexe social. Maman, c'est pas digne. Je penchai la tête. La dignité, Julien, c'est un mot qu'on prononce surtout quand on veut économiser de la tendresse. Il baissa les yeux. Il ne demanda pas si j'avais peur. Il ne demanda pas si j'avais besoin. Il demanda, presque malgré lui, « Et tu es sûr de vouloir vendre ?» Je souris à peine. Je suis sûre d'une chose. Je ne veux pas être un problème. Je veux être une décision. Et dans ce léger tremblement de ses doigts sur la tasse, je compris qu'il venait de prendre une habitude dangereuse. Accepter ma chute comme une solution. Quelques jours plus tard, la pluie de Paris avait cette patience grise qui salit tout sans bruit. Julien revint, cette fois avec une voiture de location trop neuve et un air d'efficacité emprunté. Chloé était là. Je la reconnus avant même de la voir, à la façon dont l'air change quand quelqu'un entre pour prendre, pas pour visiter. Elle embrassa ma joue, un parfum net, cher, propre, une odeur qui dit « Je ne suis pas d'ici ». « Catherine, vous êtes courageuse », murmura-t-elle comme on dépose une pièce dans une boîte. Je répondis sans sourire. Le courage, c'est ce qu'on appelle la résignation quand on veut rester élégant. Chloé eut un petit rire. Pas vexée. Elle aimait les joutes à condition d'être sûre de gagner au final. Ils ne prirent pas le thé. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec la chaleur humaine. Julien ouvrit des sacs, des cartons. Une logistique de départ, déjà pensée. Chloé circulait dans la maison comme si elle évaluait un bien immobilier. Les moulures, la hauteur sous plafond, les fenêtres. Ses yeux ne s'attardaient pas sur les photos. La première nuit à l'espoir ne fut pas une nuit. Ce fut une longue dilution. L'ampoule du couloir restait allumée et sous la porte, une lame de lumière entrait comme un rappel. Ici, on ne vous laisse pas vraiment dormir, on vous laisse vous éteindre. Le matin, l'odeur de chlore revint avant le jour. Elle s'infiltrait dans les draps rêches, dans les cheveux, dans la gorge. Ce n'était pas une odeur de propreté. C'était l'odeur d'une faute effacée à la serpillière. On posa un plateau sur ma table, sans un mot inutile. Un café tiède, une tartine molle, une barquette de confiture qu'on aurait dite rationnée. La femme qui le déposait avait les yeux cernés de celle qui porte les corps des autres. Je la remerciais. Elle me répondit d'un sourire bref, déjà ailleurs. À côté, ma voisine de chambre respirait fort, comme si chaque souffle devait être négocié. Elle avait une photo froissée sur la table de nuit, un enfant en maillot de bain. Elle la regardait parfois, puis l'oubliait. Dans les lieux comme celui-ci, l'oubli n'est pas une maladie, c'est une discipline. À 10 heures, on nous fit descendre dans une salle commune. Une télévision allumée trop fort, des fauteuils en sky, des corps immobiles. Certains avaient la bouche ouverte, comme si la vie était sortie pendant la nuit et qu'on n'avait pas pensé à refermer. Une animatrice parla de gym douce. Personne ne l'écoutait vraiment. La douceur, ici, était un mot de brochure. Et pendant que je m'asseyais parmi ces silhouettes, j'imaginais avec une netteté presque indécente l'autre décor. Dans le duplex de Julien, la même journée avait une autre odeur, celle du cuir, des crèmes de visage, des fleurs fraîches replacées dans un vase lourd. J'entendais presque la musique discrète, les verres qu'on rince, le claquement sec d'un bouchon qu'on retire comme on enlève une barrière. Ils avaient invité des amis, je le savais. Pas parce qu'ils avaient quelque chose à célébrer, mais parce qu'ils avaient besoin d'un public pour se convaincre. Chloé, là-bas, devait porter une robe simple mais parfaite, une marque qu'on ne prononce jamais trop fort. Elle devait servir le Bordeaux en parlant d'un ton détaché de réorganisation, de nouveaux chapitres. Elle devait rire au bon moment, sans trop rire. Elle devait surveiller Julien du coin de l'œil, comme on surveille un enfant fragile qu'on a réussi à habiller en adulte. Je la voyais dire avec ce sarcasme poli qui fait passer la cruauté pour de la raison. Catherine, oh, elle a voulu quelque chose de plus encadré. À son âge, vous comprenez, c'est elle qui a insisté. Et autour de la table, on devait hocher la tête, soulagé que la vieillesse des autres soit rangée dans un endroit prévu pour. En France, on respecte les anciens, tant qu'ils restent à leur place. À l'espoir, le déjeuner arriva tôt. Purée grisâtre, viande hachée sans goût, un yaourt trop sucré. Je mangeais lentement, pas par appétit, par décision.
Je n'ai jamais aimé qu'on me réduise, même pas par la faim. Dans l'après-midi, une aide vint changer les draps. Elle avait les gestes rapides, mécaniques. Je remarquais qu'elle comptait les alaises, qu'elle économisait la lessive, qu'elle vérifiait la réserve comme on vérifie une caisse. Elle ne m'en parla pas. Mais ses yeux disaient « on manque ». Et là, un fil se tendit en moi, un fil de logique, un fil de colère froide, parce que je savais qui gérait une partie des marchés de ces établissements. Je savais quel sous-traitant faisait fortune sur la fragilité. Je savais quel groupe avait racheté récemment une chaîne de services et quel nom apparaissait discret sur certaines factures. Julien. Le soir, quand la télévision bégaya encore des images inutiles, je rentrai dans ma chambre et sortis mon carnet. Je notais l'heure du repas, la température du café, le nombre de protections dans l'armoire, les noms sur les blouses si on me les donnait. Dehors, dans Paris, on trinquait au Bordeaux. Ici, on désinfectait les poignées de porte. Et je compris que la vraie différence entre leur verre et mon chlore, c'était pas le luxe, c'était l'impunité. Au bout d'une semaine, l'espoir avait cessé d'être un choc. C'était pire, c'était devenu un système. Et un système, quand on le regarde assez longtemps, finit toujours par montrer ses coutures. Je ne jouais pas la dame perdue, je jouais la dame calme. C'est plus efficace. Ici, on ne craint pas les colères, on les attache à un diagnostic. On craint les silences qui observent. Je me mis à écouter. Pas les phrases, les détails, les portes qui claquent trop fort, signe qu'on court. Les appels de sonnette trop longs, signe qu'on choisit qui mérite une réponse. Les chariots qui passent avec moins de linge qu'hier. Les mots que les soignantes avalent, faute de temps. Un matin, j'interpellais l'aide-soignante au CERN, celle qui déposait les plateaux comme on dépose des excuses. « Vous vous appelez comment ?» Elle hésita, surprise qu'on lui demande son nom comme à une personne. « Nadia ?»« Madame », je répétais, doucement pour que cela existe. « Nadia, vous faites combien d'heures cette semaine ?» Elle eut un rire bref, sans joie. « Trop ». Je hochai la tête. « Trop, c'est un chiffre ou une punition ?» Elle me regarda et je vis dans ses yeux une fatigue qui avait appris à ne plus se plaindre. Alors elle dit à mi-voix, en rangeant une serviette, « Ils ont réduit les effectifs, mais les résidents, eux, ils ne diminuent pas. » Elle n'accusait personne. Elle constatait, et un constat, même sans huissier, a toujours une odeur de vérité. Je commençais à m'asseoir près du poste de soins, pas en espionne visible, en vieille dame curieuse. Je demandais des choses innocentes. C'est quel jour, la livraison des protections? Vous avez changé de fournisseur pour les repas? C'est nouveau, ce savon? Il pique un peu. On me répondait avec condescendance, puis on m'oubliait. L'oubli est un cadeau pour qui enquête. Je remarquais que les cartons arrivaient parfois ouverts, que certaines palettes repartaient trop vite, qu'on remplaçait des marques par d'autres, moins chères, sans le dire, que les menus promis sur le panneau d'affichage ne correspondaient pas aux assiettes. Une blanquette qui n'avait jamais vu de crème, une compote maison qui sentait l'industrie. Un après-midi, dans la salle commune, un homme en costume vint serrer des mains. Un directeur régional, sans doute. Costume bleu, sourire calibré, chaussures trop propres pour un lieu où l'on lave le sol au chlore. Il s'accroupit devant une résidente, lui parla comme à une enfant. « Alors, ça va ici? On s'occupe bien de vous ?» La vieille dame hocha la tête, docile. Le costume se releva, satisfait. Quand il passa près de moi, je levai les yeux et je lui offris mon plus beau masque, celui de la politesse. « Vous êtes du siège ?» Il sourit, ravi qu'on le reconnaisse comme important. « Je supervise plusieurs établissements. Nous améliorons la qualité. » Je penchai la tête. La qualité, c'est un mot confortable. On peut le prononcer même quand on a retiré le confort. Ça, il eut un rire gêné, comme si je venais de citer un philosophe au mauvais moment. « Vous avez de l'esprit, Madame Catherine. » Je répondis très calmement. « J'ai surtout de la mémoire. » Son sourire se figea une seconde. Pas assez pour être une alerte, juste assez pour être une fissure. Le soir même, je demandai à Nadia si je pouvais voir le cahier des menus. Elle me regarda comme si j'avais demandé la caisse. « On n'a pas le droit. » Je souris. « On n'a pas le droit. » Ou « on n'a pas intérêt. » Elle baissa la voix. « Madame, il note tout. Il cherche des prétextes. » Je sortis mon carnet et je le posai sur mes genoux. « Alors notez ceci. Moi aussi. » À partir de là,
Nadia ne me parla plus comme à une résidente. Elle me parla comme à une issue possible. À travers des phrases banales, elle me glissa des horaires, des noms de fournisseurs, des remarques sur des factures qui ne collent pas. Toujours à demi-mot, toujours en mouvement, comme si la vérité devait rester légère pour ne pas être attrapée. Et moi, dans ma chambre qui sentait le chlore, je reliais ces indices à un parfum plus ancien, celui des conseils d'administration, des contrats de sous-traitance, des filiales au nom neutre. Je ne cherchais pas une vengeance spectaculaire, je cherchais une preuve, parce qu'en France, on pardonne presque tout, sauf d'être humilié publiquement, sans pouvoir répondre. Et je commençais à comprendre comment répondre. La nuit, à l'espoir, a une vertu rare. Elle oblige à penser sans décor. Quand les pas se raréfient et que le chlore retombe, il ne reste que ce que l'on sait faire de sa lucidité. Je n'ai jamais cru au coup d'éclat. J'ai cru aux structures et aux délais. Dans mon carnet, les notes prenaient désormais une forme. Des horaires répétés, des absences récurrentes, des fournisseurs dont le nom revenait trop souvent pour être un hasard. Tout cela dessinait une mécanique simple. On ne vole pas beaucoup, on vole partout. C'est plus discret, plus rentable. Un après-midi, je demandais à téléphoner. On me donna un combiné jauni, posé sur un comptoir, sous un regard suspicieux. J'appelais un numéro que je connaissais par cœur, mais que je n'avais pas composé depuis des années. Un ancien réflexe, une vieille fidélité. « Maître Lenoir », répondit une voix étonnée. Je parlais lentement. Je n'expliquais rien, je constatais. J'aimerais que vous regardiez certaines lignes, sans urgence apparente. Il comprit immédiatement. Les avocats comprennent toujours quand on ne leur demande pas d'être brillants, mais précis. Quelques jours plus tard, il vint me voir. Officiellement, une consultation familiale. Officieusement, un rendez-vous d'actionnaires. Nous parlâmes peu. Les murs ont des oreilles. Il me confirma ce que je pressentais. Le groupe qui gérait une partie des sous-traitances de l'Espoir appartenait à une constellation de sociétés, dont l'une travaillait étroitement avec l'entreprise où Julien venait d'être promu. « Rien d'illégal en apparence, dit-il. » Je hochai la tête. L'apparence est un métier. Nous parlâmes alors d'un autre sujet, celui que Julien ignorait ou feignait d'ignorer, mes avoirs anciens. Des parts acquises avant les grandes fusions, quand le pétrole sentait encore la terre et pas la finance. Des titres dormants, oubliés parce qu'ils n'étaient plus à la mode. Le genre d'action qu'on néglige jusqu'au jour où elles décident d'exister. « Vous êtes sûr ?» demanda Maître Lenoir. « Ce serait complexe. » Je souris. La complexité, maître, est une forme de politesse. Elle évite les cris. Je ne quittais pas l'Espoir. Je n'en avais aucune intention. Un bon terrain d'observation est un luxe. J'y restais comme on reste sous couverture, visible mais inoffensive. Pendant ce temps, ailleurs, les lignes bougeaient. Maître Lenoir achetait, lentement, par des véhicules discrets, pas pour prendre le pouvoir, pour créer une tache, une huile fine qui s'étale sans bruit. Les marchés adorent les veuves silencieuses. Elles ne font pas peur. Julien, de son côté, montait. Il apparaissait dans des articles. On citait son nom avec respect. Jeune cadre prometteur. Je lus cela sur une coupure qu'on avait laissée traîner à l'accueil. J'eus un pincement bref, puis je rangeai l'émotion là où elle est utile. Au fond, Chloé vint une fois. Elle regarda la chambre, les murs, mes mains. « Vous tenez le coup, dit-elle. » Je répondis « Je prends des notes. » Elle rit, croyant à une manie. Elle ne comprit pas qu'à cet instant précis, l'équilibre venait de changer de côté. Parce que le pouvoir n'est pas d'entrer dans une pièce en faisant du bruit. Le pouvoir, c'est d'acheter la pièce pendant que les autres parlent trop fort. Chloé revint un matin clair, trop clair pour le lieu. Elle avait choisi l'heure où les couloirs sont presque vides, quand la fatigue des équipes laisse place à une vigilance distraite. Elle portait un manteau structuré, une couleur neutre, cette élégance prudente qui dit « Je viens régler, pas consoler ». Elle s'assit sans demander, sortit un dossier mince, trop mince pour être innocent. « Catherine, nous allons être directs, c'est plus respectueux. » Je la regardais sans répondre. Le silence est un fauteuil très confortable quand l'autre parle debout. « Les choses s'accélèrent pour Julien, poursuivit-elle. Il va prendre des responsabilités importantes, des responsabilités exposées. » Elle effleura le dossier du bout des doigts. Dans ces moments-là,
La clarté patrimoniale est essentielle. Je penchai la tête, feignant l'intérêt. La clarté, c'est ce qu'on demande aux autres quand on a déjà choisi l'ombre. Elle sourit, indulgente. Il s'agit simplement d'un aménagement, une renonciation anticipée pour éviter des complications. Elle posa le stylo. Le geste était étudié. Un objet tendu appelle la main. Je gardais les miennes sur mes genoux. Vous savez, ajouta-t-elle, voix douce, les procédures peuvent être longues, stressantes. Et ici, elle regarda autour d'elle, le chlore, les murs. Ici, on fatigue vite. Je laissai passer quelques secondes. Puis je parlais, calmement. Vous avez peur de quoi, Chloé? Elle cligna des yeux. Pas habituée à être nommée. Je n'ai pas peur. Je suis pragmatique. Je souris à peine. Les gens pragmatiques ont toujours très peur de tomber d'une marche qu'ils n'ont pas vue. Elle se redressa, reprit le contrôle. Julien sera nommé vice-président la semaine prochaine. Nous n'aurons plus beaucoup de temps pour ces visites. Elle attendait un effet, une supplique, une panique. Elle obtint autre chose. Vice-président, répétai-je. C'est joli. Un titre provisoire. Elle fronça légèrement les sourcils. Provisoire? Je regardais le stylo, puis le dossier. Les titres passent, les actes restent. Chloé se leva. Elle n'aimait pas les conversations qui s'étirent sans résultat. Elle rangea le stylo. Réfléchissez, c'est pour le bien de tout le monde. Je la regardais partir, son parfum cher laissant une trace nette, presque agressive, dans l'air saturé de désinfectant. Puis je sortis mon carnet. J'y notais l'heure, le contenu du dossier, le nom de l'étude qu'il avait rédigée. Le lendemain, Maître Lenoir m'appela. Sa voix était plus grave que d'habitude. C'est fait. Vous êtes majoritaire. Je fermai les yeux une seconde. Pas de joie. Une confirmation. Et Julien? Il ne sait rien? Le conseil se réunit vendredi. Je raccrochais. Dans la salle commune, la télévision diffusait un débat économique. Des hommes parlaient d'optimisation, de rentabilité. Je pensais à Nadia, aux draps comptés, aux menus amputés. Le vendredi arriva. On m'appela tôt. Une voiture m'attendait. Je demandai à Nadia de m'aider à me lever. Elle tremblait. « Vous revenez ?» Je la regardais. « Je ne pars pas. Je change de place. » Dans la voiture, j'enfilai ma veste. Un vieux Chanel. Pas neuf, mais exact. À travers la vitre, Paris défilait. Les mêmes rues que Julien avait traversées pour m'abandonner. Quand nous arrivâmes au siège, le marbre brillait. Le silence avait une autre qualité. On m'annonça. Les portes s'ouvrirent. Julien était déjà là, debout, souriant, prêt à parler. Puis il me vit. Et dans ce regard, je vis la vérité nue. Ce n'était pas sa mère qui entrait. C'était la position sociale qu'il venait de perdre, sans bruit, devant témoins. La salle du conseil était un aquarium. Verre, bois sombre, lumière froide. On y respire autrement, comme si l'air était réservé aux décisions. Autour de la table, des visages lissés par les mêmes écoles, les mêmes dîners, les mêmes prudences. Ils parlaient bas. Ils évitaient de trop rire. On ne rit pas dans une pièce où l'on peut être remplacé. Julien était à l'extrémité, près d'un pupitre discret. Costume impeccable, cravate choisie par Chloé, cette nuance sage qui dit « Je suis fiable ». Il avait ce sourire de cérémonie, celui des hommes qui s'apprêtent à être adoubés. Mais ses doigts trahissaient le reste. Il tripotait un trombone, puis le lâchait, puis le reprenait. Chloé se tenait en retrait, pas officiellement invitée, mais présente quand même. C'est sa manière à elle d'exister. Être là sans qu'on puisse lui reprocher d'être là. Elle observait, calculait les alliances, les regards, les chuchotements. Elle avait ce visage parfaitement composé, des femmes qui ont appris très tôt que l'amour ne protège pas, mais qu'un statut, oui. Le directeur général sortant parla. Il prononça des mots en série, stratégie, croissance, excellence. Julien hochait la tête au bon rythme, comme un enfant doué qui récite. Chaque phrase semblait le rapprocher de la marche suivante. Il n'était pas mauvais, il était docile au monde qu'il avait fabriqué. Puis la porte s'ouvrit. Un homme entra, le secrétaire du conseil, raide, gêné, et annonça d'une voix trop claire. « Madame la présidente est arrivée, elle souhaite commencer par un point de gouvernance. » Un frisson passa. Les regards se levèrent. Julien se raidit, surpris, mais pas inquiet. Il avait l'assurance de ceux qui pensent que les surprises arrivent aux autres. J'entrai. Je ne fis pas de grands gestes. Je n'eus pas besoin. Le bruit de mes pas sur le parquet suffit. Je portais mon vieux Chanel, celui qui n'implore rien. Mes cheveux étaient tirés,
mon visage sans maquillage visible. La vraie autorité n'a pas de poudre, elle a du temps. Julien me fixa. Son cerveau chercha une explication raisonnable, une coïncidence, une humiliation imaginaire. Il cligna des yeux comme si la lumière avait changé. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Je vis très distinctement l'instant où il comprit que ce n'était pas une visite, c'était une prise. Chloé, derrière lui, eut un micro-mouvement, pas un recul, une contraction. Comme une femme qui vient de reconnaître un bruit de serrure, je saluai d'un signe de tête, pas d'effusion, pas de revanche affichée. Messieurs, mesdames. Un membre du conseil, cheveux blancs, me regarda avec surprise, puis avec une forme de respect immédiat. Il connaissait mon nom, évidemment. Dans ce milieu, les noms circulent comme des titres de propriété. Je pris place sans demander où. La place est un langage. Julien fit un pas involontaire vers moi, puis s'arrêta. Il ne savait pas s'il devait m'embrasser, m'appeler maman, ou se lever comme devant un supérieur. C'était cela, le vrai coup, la confusion des codes. Je posai une chemise cartonnée sur la table, pas épaisse, pas spectaculaire, juste définitive. Avant les nominations, je souhaite clarifier 2 points. Le secrétaire avala sa salive. Chloé retint sa respiration, sans s'en rendre compte. Je tournai légèrement la tête vers Julien. Je ne le fixais pas longtemps. Je n'avais pas besoin de le blesser au regard. Je parlais pour la pièce, mais chaque mot trouvait sa peau. « Julien, vous avez conduit votre mère dans un établissement nommé l'Espoir. Vous avez cru faire un geste pratique. Vous avez en réalité ouvert une porte. » Il pâlit. Il voulut protester, sourire, expliquer. Il ne le fit pas. Les explications ici sont des aveux maladroits. Je poursuivis, voix basse, précise. Dans cet établissement, certains chiffres ne correspondent pas à la réalité. Il y a des économies qui ont une odeur. Je n'aime pas cette odeur. Le directeur financier se pencha vers le dossier, inquiet. Un avocat interne prit des notes. Le conseil cessait d'être une cérémonie. Il devenait une scène. Julien regardait alternativement mon visage et le dossier, comme si l'un des deux allait se transformer et lui rendre sa vie. Chloé, elle, ne regardait plus que la table. Elle comptait déjà ce qu'elle allait perdre. Je posai enfin la dernière phrase, très douce, presque maternelle. Et je vous prie de croire que je n'ai pas fait tout ce chemin pour parler de tendresse. Le silence qui suivit n'était pas un silence de choc. C'était un silence de prédateur qui flaire le sang et se demande à qui il appartient. Je fis glisser la première feuille vers le centre de la table. Elle n'avait rien d'un coup de théâtre. Pas de grands sceaux rouges, pas de formules grandiloquentes. Juste l'élégance froide du droit quand il décide de ne plus attendre. Ceci est une résolution du Conseil, préparée conformément au statut et validée par le quorum atteint ce matin. Le secrétaire hocha la tête, blême. Les regards se tournèrent vers lui comme vers un témoin malgré lui. Il confirma, d'une voix sèche, « La majorité est acquise ». Julien eut un mouvement de recul, comme si le mot « majorité » venait de le frapper physiquement. Ce n'était pas une gifle, c'était pire, une reclassification. Il passait, sous les yeux de ses pairs, du rang de futur élu à celui de variable. Je continuais sans changer de ton. « Monsieur Julien », je marquai une pause infime, assez longue pour que l'Assemblée entende le « monsieur » au lieu du « mon fils ». Et relevé de ses fonctions avec effet immédiat pour manquement grave aux obligations de probité et de gestion. Un murmure se souleva, puis s'éteignit. Les murmures dans ces pièces meurent vite, ils coûtent trop cher. Julien ouvrit la bouche. « Maman, c'est... » Il s'arrêta. Il venait de comprendre que le mot « maman » ne le sauverait pas, qu'il ne pouvait plus s'abriter derrière la famille. La famille, ici, venait de devenir un document. Je tournai une deuxième page. Les faits sont détaillés. Surfacturation de prestations dans plusieurs établissements, recours à des sous-traitants liés et détournement indirect par système de rétrocommission. Le directeur financier blêmit davantage. Il prit ses lunettes, les ôta, les remit. Un homme qui se demande si l'on va lui demander pourquoi il n'a rien vu ou pourquoi il a trop bien vu. Julien secoua la tête, presque enfantin. Je ne... Sa voix se brisa, pas par émotion, par manque de vocabulaire. Il n'avait jamais appris à se défendre sans statut. Chloé, elle, se pencha enfin en avant. Sa voix fut douce, impeccable, celle d'une femme qui sait que la colère est vulgaire. « Madame la Présidente, Catherine, il doit y avoir une confusion.
Julien ne fait que suivre des procédures, le système. Je la regardais alors pour la première fois vraiment, pas comme une belle fille, comme un risque. Le système, répétais-je, c'est un mot très pratique. Il permet aux coupables d'être collectifs et aux victimes d'être seules. Chloé sourit encore, mais je vis la peur sous le vernis. La peur d'être renvoyée à son origine, à ses économies, à cette classe moyenne qui guette le jugement des salons. Elle n'avait pas peur de l'injustice. Elle avait peur d'être vue comme une femme qui a profité. Je posai la deuxième chemise cartonnée sur la table. Second point, la villa de la rue des Fossés Saint-Jacques. Julien releva brusquement la tête. Là, je touchais au symbole. La maison, le patrimoine. Ce mot français qui n'est jamais seulement un bien, c'est une lignée, une preuve, une appartenance. Cette propriété, dis-je, a été placée à votre demande en garantie indirecte d'opérations liées à la holding. Vous vous êtes servi de mon nom comme d'un passe-partout. Je laissai tomber la phrase suivante, comme on ferme une serrure. Elle est désormais rattachée au périmètre du groupe. Et le groupe, c'est moi. Julien pâlit jusqu'à la transparence. Le décor derrière lui, le marbre, les cadres, les hommes en costume, tout cela semblait soudain l'écraser. Il comprit que la maison qu'il croyait hériter était déjà partie, qu'il avait rénové un rêve qui ne lui appartenait pas. Chloé murmura, presque inaudible. « Ce n'est pas possible. » Je répondis sans dureté inutile. « C'est très possible. C'est même ce que vous appelez une optimisation. » Un membre du conseil demanda à voix basse. « Et la suite, Madame la Présidente ?» Je croisai les mains. La suite est simple. On audite, on assainit et on répare ce qui a été abîmé. Je me tournai vers Julien. Il avait les yeux humides, mais ce n'était pas du remords. C'était la terreur sociale, celle d'être nu devant ceux qui l'admiraient. Je conclus posément pour que la phrase tombe exactement où elle devait tomber. Vous vouliez que je vive dans le moins cher. Très bien. Maintenant, essayez d'y survivre, avec un salaire qui n'existe plus. Le silence qui suivit avait une saveur métallique. Dans cette pièce, on venait de comprendre une chose. La cruauté n'est pas dans les cris, elle est dans la précision. Quand je sortis du siège, l'air de Paris me sembla presque trop doux. Les gens marchaient vite, indifférents aux chutes invisibles. La Seine coulait comme si rien ne s'était passé. C'est cela la ville. Elle accueille les triomphes et les naufrages avec la même élégance distraite. Maître Lenoir m'attendait près de la voiture. Il me demanda à voix basse « Vous voulez qu'on communique? Qu'on sécurise l'image ?» Je secouai la tête. L'image, c'est ce qui a perdu Julien. Je ne vais pas recommencer avec une autre religion. Je ne ressentais pas de victoire. Je ressentais ce calme particulier qui suit une décision juste, même quand elle est douloureuse. Julien était mon fils. Je ne l'avais pas écrasé par plaisir. Je l'avais arrêté. Il y a une différence que seuls les mères comprennent. Parfois, sauver quelqu'un, c'est lui retirer le volant. Je rentrais à la villa, la mienne, celle que Chloé appelait déjà à moderniser. Elle avait été trop sûre d'elle pour comprendre que le patrimoine français n'est pas seulement une maison, c'est une mémoire. Et la mémoire, quand elle est bien tenue, devient une arme. Sur le balcon, je regardais la Seine. Le fleuve n'avait pas d'opinion. Il passait, il effaçait, il continuait. Je pensais à l'espoir, à son odeur de chlore, aux draps comptés, aux plateaux tièdes. Et je compris que mon histoire ne pouvait pas s'achever par une simple punition. Le lendemain, je retournais à l'espoir. Pas avec une caméra, pas avec des journalistes, avec un dossier, un stylo et cette fatigue lucide qui sait où l'argent disparaît. On me fit entrer au bureau du directeur. Il se leva trop vite, transpirant presque déjà. « Madame »« Catherine ». Je ne savais pas que. Je l'arrêtais d'un regard. L'autorité tisse sa propre phrase, même sans mots. « Vous saviez, dis-je doucement. Vous faisiez semblant de ne pas savoir. C'est un art très français. » Je posais sur son bureau un document simple. Rachat, restructuration, nouvelles obligations de transparence. Audit externe. Charte éthique. Un mot qui fait rire certains. Jusqu'au jour où il devient une clause. À partir d'aujourd'hui, poursuivis-je, on ne réduit plus les repas pour arranger les tableaux. On ne change plus les protections pour améliorer les marges. On ne laisse plus une sonnette sonner jusqu'à l'oubli. Il tenta une protestation technique, l'argument habituel, mais les budgets. Je le coupais sans hausser la voix.
Les budgets existent pour protéger les faibles. Quand ils servent à protéger les comptes, ce ne sont plus des budgets. Ce sont des excuses. Je sortis ensuite dans le couloir. Nadia me vit et s'arrêta. Elle avait peur, comme si ma présence allait déclencher une punition pour elle. Je m'approchai. Nadia, elle baissa les yeux. Madame, je lui pris la main brièvement. Pas une mise en scène, un geste exact. Vous avez tenu ici, vous n'auriez pas dû tenir seule. Elle eut un frémissement. Les larmes lui montèrent, mais elle les retint. Les soignantes retiennent tout. Le temps, la fatigue et parfois même leur propre humanité. Je continuais. Je ne viens pas pour jouer à la bienfaitrice. Je viens pour rendre ce lieu décent. Je marquai une pause. Et pour que vous puissiez enfin travailler sans avoir honte de ce que l'on vous oblige à faire. Dans la salle commune, la télévision hurlait toujours. Les fauteuils en sky étaient toujours là. Les corps aussi. Mais quelque chose avait bougé. Pas l'atmosphère, pas encore, la direction. Je m'assis parmi eux. Comme résidente? Non. Comme propriétaire, ce mot est brutal. Je préfère un autre mot, responsable. Je n'avais pas choisi de revenir à la vie d'avant, au dîner, au verre de Bordeaux, servis comme des diplômes. J'avais choisi une autre forme de luxe, plus rare, la liberté de décider de la fin. La mienne et celle qu'on impose aux autres. Le soir, sur le balcon de la villa, la scène brillait d'un gris tendre. Je pensais à Julien. Je ne savais pas s'il me haïrait. Je savais seulement ceci. Un jour, s'il devient un homme, il comprendra que la vraie tendresse, en fin de vie, n'est pas de protéger les enfants de la vérité. C'est de leur donner la conséquence. Cette histoire ne parle pas seulement d'un fils ingrat, d'une belle fille ambitieuse ou d'une mère stratège. Elle parle d'un moment que beaucoup redoutent et que peu osent nommer. L'instant où l'on devient gênant, non parce qu'on est faible, mais parce qu'on rappelle aux autres d'où ils viennent. La vieillesse, dans notre société, n'est pas tant une question d'âge que de place. Tant que vous possédez, que vous décidez, que vous tenez la table, on vous écoute. Le jour où l'on commence à parler à votre place, à simplifier votre vie, à vous soulager, ce jour-là, ce n'est pas la tendresse qui arrive. C'est la dépossession, polie, rationnelle, presque aimable. La vraie question que pose cette histoire est dérangeante. À quel moment l'amour familial se transforme-t-il en gestion? Quand commence-t-on à appeler pragmatisme ce qui n'est parfois qu'une peur de partager? Et surtout, que ferions-nous, nous-mêmes, si nos parents devenaient un obstacle à notre confort social? Catherine n'est pas une héroïne parfaite. Elle est lucide, elle rappelle une vérité inconfortable. La bonté sans pouvoir est souvent tolérée, jusqu'à ce qu'elle coûte trop cher, et que la véritable dignité, en fin de vie, n'est pas d'être bien traité par charité, mais de rester un sujet, jamais un objet. Alors posez-vous la question, honnêtement. Si vous étiez à la place de Julien, auriez-vous résisté à la facilité? Si vous étiez à la place de Chloé, auriez-vous eu peur de tomber ou peur d'être vu? Et si vous étiez Catherine, auriez-vous accepté le silence ou auriez-vous préparé votre réponse? Votre histoire ressemble-t-elle à celle-ci? Avez-vous déjà vu un parent mis à l'écart pour son bien? Avez-vous déjà senti que l'on décidait pour vous, doucement, sans vous demander votre avis? Ou au contraire, avez-vous été celui ou celle qui a dû faire un choix difficile et qui doute encore? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage compte, parce que derrière chaque histoire comme celle-ci, il y a des vérités que nous n'osons dire qu'à voix basse et qui méritent enfin d'être entendues. Je sortis ensuite dans le couloir. Nadia me vit et s'arrêta. Elle avait peur, comme si ma présence allait déclencher une punition pour elle. Je m'approchai. Nadia. Elle baissa les yeux. Madame, je lui pris la main, brièvement. Pas une mise en scène. Un geste exact. Vous avez tenu ici. Vous n'auriez pas dû tenir seule. Elle eut un frémissement. Les larmes lui montèrent, mais elle les retint. Les soignantes retiennent tout. Le temps, la fatigue et parfois même leur propre humanité. Je continuais. Je ne viens pas pour jouer à la bienfaitrice. Je viens pour rendre ce lieu décent. Je marquai une pause. Et pour que vous puissiez enfin travailler sans avoir honte de ce que l'on vous oblige à faire. Dans la salle commune, la télévision hurlait toujours. Les fauteuils en sky étaient toujours là. Les corps aussi. Mais quelque chose avait bougé. Pas l'atmosphère, pas encore la direction.
Je m'assis parmi eux. Comme résidente, non. Comme propriétaire, ce mot est brutal. Je préfère un autre mot, responsable. Je n'avais pas choisi de revenir à la vie d'avant, au dîner, au verre de Bordeaux servis comme des diplômes. J'avais choisi une autre forme de luxe plus rare, la liberté de décider de la fin, la mienne et celle qu'on impose aux autres. Le soir, sur le balcon de la villa, la scène brillait d'un gris tendre. Je pensais à Julien. Je ne savais pas s'il me haïrait. Je savais seulement ceci. Un jour, s'il devient un homme, il comprendra que la vraie tendresse, en fin de vie, n'est pas de protéger les enfants de la vérité. C'est de leur donner la conséquence. Cette histoire ne parle pas seulement d'un fils ingrat, d'une belle-fille ambitieuse ou d'une mère stratège. Elle parle d'un moment que beaucoup redoutent et que peu osent nommer. L'instant où l'on devient gênant. Non parce qu'on est faible, mais parce qu'on rappelle aux autres d'où ils viennent. La vieillesse dans notre société n'est pas tant une question d'âge que de place. Tant que vous possédez, que vous décidez, que vous tenez la table, on vous écoute. Le jour où l'on commence à parler à votre place, à simplifier votre vie, à vous soulager, ce jour-là, ce n'est pas la tendresse qui arrive. C'est la dépossession, polie, rationnelle, presque aimable. La vraie question que pose cette histoire est dérangeante. À quel moment l'amour familial se transforme-t-il en gestion? Quand commence-t-on à appeler pragmatisme ce qui n'est parfois qu'une peur de partager? Et surtout, que ferions-nous nous-mêmes si nos parents devenaient un obstacle à notre confort social? Catherine n'est pas une héroïne parfaite, elle est lucide, elle rappelle une vérité inconfortable. La bonté sans pouvoir est souvent tolérée, jusqu'à ce qu'elle coûte trop cher, et que la véritable dignité en fin de vie n'est pas d'être bien traité par charité, mais de rester un sujet, jamais un objet. Alors posez-vous la question honnêtement. Si vous étiez à la place de Julien, auriez-vous résisté à la facilité? Si vous étiez à la place de Chloé, auriez-vous eu peur de tomber ou peur d'être vu? Et si vous étiez Catherine, auriez-vous accepté le silence ou auriez-vous préparé votre réponse? Votre histoire ressemble-t-elle à celle-ci? Avez-vous déjà vu un parent mis à l'écart pour son bien? Avez-vous déjà senti que l'on décidait pour vous, doucement, sans vous demander votre avis? Ou au contraire, avez-vous été celui ou celle qui a dû faire un choix difficile et qui doute encore? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage compte, parce que derrière chaque histoire comme celle-ci, il y a des vérités que nous n'osons dire qu'à voix basse et qui méritent enfin d'être entendues. Thank you. Leo, thank you so much for 10 gifted subs. Are you going to get 2 treats too? Hi, Amanda. Okay, let me say hello to everyone. Oh my God, guys. My fucking laptop was dying so bad during that call. Okay. Leo got Ronaldo, Firchin. Oh, wait, Firchin, that's for Amanda's chat, right? Art, Xanaram, AJB, Nikea, Jazzy, Seta, Echt, and Sweden Patrick. Hello, everyone. Hello to the boy. Okay, let me see who came in. Amanda, hello. I didn't even see your first message. Matt, hello. Omar. Oh, Omar will have been and gone. Ellis, hi Ellis. Rach, hi. Ding is working again now. Imi, hi. Thank you everyone for the birthday messages for Chewy. Hello. Okay. Time for the treats. Leo, thank you so much. Do you ever go on Hinge or Tinder at like 3 a.m. and wake up to the match? You wonder what 3 a.m. you was thinking when she swiped right? Yes, all the time. It's usually when I'm vulnerable at 3 a.m. Yeah. Right. Caesar, come here. Good boy. Yeah. Oh, wait, hang on. Leo, have you seen his hat yet? Where did I put it here? You have to put your hat on. Thank you, Ellis. You have to put your hat on. Yes! Handsome boy! Look at him. You go, take it. Yeah! Ooh, you dropped a bit. You didn't even swallow. You didn't even chew that. You have to take it nicely. He clearly loves that hat, doesn't he, Chad? Hi, Noodle, by the way. Hi, Ted. Hi, Dolce. Take it gently. Eat it slowly. Good boy.
You got it. If you didn't need it hanging off the bed, you wouldn't worry about dropping it. Good. Boy, was that so nice. Thank you, Leo. Look at you in your hat. You're so cute. He's like, Mum, can you take it off? You work all day with sunnies on your head. I really don't like how my hair looks at the moment, Amanda. So this is giving me the hair shape I prefer. They are a glorious headband. Glorified. I also was wearing them on my dog walk this morning because it was sunny and my eyes were leaking. Should we take it off? Good boy. Such a cutie. Ted, Dolce, how are you? Amanda, are you in London now? Are you here? Are you back? Is your finger okay? Have you landed? How's your flight? Are you okay? I'm sorry I haven't spoken to you. Alma, I miss you coming as well. Alma, hi. Hyper, thank you for the gift to Georgia as well. Danny the Hobbit, thank you for the follow. Oh my God, thanks everyone. Solar, hello. Oh, look, look at this emotional manipulation that's going on from this boy right now. The emotional manipulation is so real. Oh my God, sweet boy. By the way, the call went well, everyone. The call that I was really anxious about. So many questions about what? Oh, the ones I was asking. I'm starting Clapham Common. A dog just came up and said hi. Cute. Go say hi to Caitlin. I think she's at home. The call went well. I schmoozed successfully. It wasn't what I thought it was going to be, which is much better, which is nice. I somehow managed to match on Tinder with someone I previously matched with on Hinge. I don't know whether to message be like, yeah, so hi again. Remember when you ghosted me? Guys, do you want to hear something really toxic that I did? Amanda, I didn't tell you that I actually did this in the end. This is really toxic of me, guys, okay? And I'm not going to tell you the full story. So, I fairly recently matched with a man on a dating app. Hi, Darcy. I recently matched with a man on a dating app. We had been talking for a little while, and he came over for the evening. And then we've been talking for a couple of... We'd had like 2-3 hour FaceTimes together. He came over. We went out we had dinner the night before. We went out for breakfast the day after. Okay. He then left that morning after paying for breakfast with the both of us and fucking ghosted me. I never heard from him again. Completely and utterly ghosted.